Bonjour Chanouga. Bonjour. Les lecteurs te découvrent en 2015 avec le tome 1 de Narcisse. Mais je crois que tu avais déjà publié auparavant un album qui traitait également du thème de la mer. Quel était-il? Fut-il également publié par l'édition suisse Paquet? Oui, oui, oui. Mon premier album, il a été publié en 2011. Et oui, le thème de la mer, mais très différent de Narcisse. Hein. Je traite du sujet des sirènes, mais sous un angle très onirique. D'accord. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais oui, 2011 chez Paquet, et c'est un album qui avait eu qui avait eu. Comment était le titre? Des Profondis. L'étrange voyage de Jonathan Melville. D'accord. C'est un titre à rallonge, et le sujet, c'était voilà, une balade onirique autour du mythe de la sirène. D'accord. Pourquoi cette attirance pour les océans? Aurais-tu des origines maritimes? Serais-tu toi-même marin? Alors, vivrais-tu aussi en bord de mer? Voilà, c'est plutôt ça. Marin, depuis gamin, j'ai toujours voulu être marin, je n'ai jamais été. Alors c'est peut-être une frustration que je nourris différemment. Oui, en fait, je suis originaire de Marseille, de bord de mer. D'accord. Et j'ai toujours été attiré par la mer, j'ai toujours eu des activités autour de la mer, et même aujourd'hui, ça reste vraiment une vraie passion, quoi. Et donc, je signale qu'il y a une exposition sur ton travail à la médiathèque de la Jarry. Et si vous voulez aller voir les planches, vous verrez qu'effectivement, tu es un peintre de la mer remarquable. Il y a eu une exposition l'année dernière au musée de la Marine. D'accord. Je ne sais pas si on... Non. Voilà. En fait, par rapport à ce travail sur Narcisse, j'ai été... pour le dernier tome de Narcisse, qui est le retour de mon héros. On va en parler un petit peu après, parce que tu penses bien que nous, Vendéens, on est intrigués par ton travail. Hein. Donc en 2015 paraît donc le tome 1 de Narcisse, qui traite du destin singulier d'un jeune mousse vendéen de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au XIXe siècle. Pourrais-tu nous raconter en quelques mots son aventure incroyable et pourquoi tu choisis de raconter son histoire? Qu'est-ce qui t'a touché dans celle-ci? Alors, tout d'abord, c'est le hasard qui m'a conduit vers Narcisse. Hein. Je découvre un article de presse des années 1990 qui traite du sujet. Moi, je suis passionné d'histoire maritime. Je regarde tout de suite sur Internet et je me rends compte que Grand Blanc, on n'en parle pas. On est en 2000, on doit être en 2012-2013. Et rapidement, je vais un peu plus loin. Et je me rends compte que cet homme a un destin absolument hallucinant. Incroyable. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi. Et quelle année c'est quand tu te penches sur son... Parce qu'il y a eu un livre qui est paru, qui a eu François Garde. Ce qu'il advint du sauvage blanc. Oui, tout à fait. C'est avant François Garde. C'est avant François Garde. François Garde a publié son livre. Parce que je pensais que c'était lui qui t'avait peut-être donné envie. Tu vois. François Garde a publié son roman. Hein, faut noter quand même que c'est un roman. Et que c'est pas du tout l'histoire de Narcisse. Prix Goncourt des lycéens, donc ça donnait un éclairage énorme sur le destin de Narcisse. Hein. Sauf que c'est un peu ambigu cette histoire avec ce qu'il a devenu du sauvage blanc, parce que il traite pas vraiment du sujet. Il s'approprie le sujet et il en fait son roman, il crée une histoire de Narcisse Pelletier qui est la sienne. Ouais, il n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Et il s'attarde, enfin moi j'ai lu le roman, il s'attarde énormément sur sa vie avec les aborigènes. Sauf qu'il a une approche des aborigènes extrêmement différente de la réalité. J'ai trouvé vraiment violent certaines scènes. Et voilà, ça a été très critiqué par la spécialiste de Narcisse Pelletier en Australie, qui est Stéphanie Anderson, qui a été très choquée par la manière dont François Garde traitait le monde aborigène, qui n'est pas du tout un monde violent, en tout cas pas dans les termes qu'il utilise. D'accord. Donc, juste pour revenir à ma première approche de Narcisse, donc c'est rapidement que je me rends compte que l'histoire qu'il y a un témoignage publié à l'époque, et que c'est grâce à ce témoignage un docteur nantais, Constant Merlan, qui va l'interviewer, hein, il va recueillir son témoignage. Tu as lu ce texte? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, parce qu'on a du mal à se procurer ce texte. Rapidement, il a été réédité récemment. D'accord. Rapidement, je me rends compte que ce texte est extrêmement rare, publié en 1876 à son retour à 300 exemplaires. Donc une rareté absolue aujourd'hui. Il faut peut-être qu'on explique pour ceux qui ne connaissent pas donc Narcisse Pelletier qui est ce personnage. Alors, parce qu'autrement, nous tous les deux on a lu. Mais pour les gens qui sont là. Pourquoi est-ce que c'est un destin extraordinaire? C'est un jeune mousse au départ. Au départ, 1857.
sur le port de Marseille, puisqu'en fait, son aventure, sa terrible aventure commence à Marseille. Sur le port de Marseille, un jeune mousse de 13 ans, et à peu près 13 ans, s'embarque sur un navire au long cours qui s'appelle le Saint-Paul, et pour l'Australie. Donc il signe un contrat à 13 ans de 2 années pour l'Australie. Le voyage sans encombre, classique, on contourne l'Afrique, on arrive en Inde, on passe par Hong Kong, voyage marchand classique. Et pratiquement au terme du voyage, aux abords de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le terme du voyage, c'est Sydney. Il y a naufrage. Et après un concours de circonstances assez dramatique, il va être abandonné sur le nord, l'extrême nord australien, dans une zone non colonisée, donc une terra incognita. Et on est en 1858, son histoire s'arrête là. Pendant 17 ans. 17 ans, ouais. 17 ans de grand blanc, on le considère comme mort ici. Officiellement. Il est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sa famille vit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur la côte vendéenne. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, toute la famille, le père, la mère, les frères. Seule la mère a toujours espoir, elle entretient un espoir jusqu'au bout. Elle va écrire au consul de France à Sydney pour lui demander ses nouvelles de son fils toutes les années. Et 17 ans plus tard, en 1875, un navire anglais qui croise dans les parages du Cap York aperçoit un blanc parmi les nègres, comme on les appelait à l'époque. Et pour eux, c'est inconcevable. Donc, il l'enlève. Il le capture. Et c'est Narcisse Pelletier, qui en fait a été recueilli, soigné et adopté au plein sens du terme par un clan aborigène précolonial qui voit probablement un blanc pour la première fois. Donc c'est un extraterrestre qui arrive dans une société aborigène. Et qui va faire souche, d'après ce que j'ai lu. Et oui. Et pourquoi il adopte? Parce qu'il adopte. Ça devient un enfant d'une famille aborigène. Il va être initié sur les photos. On va recueillir à son retour, qu'on va prendre à son retour. On voit, il a des scarifications, il a le nez percé, il a les oreilles percées. C'est un aborigène, un aborigène blanc. Voilà. Donc, le mystère reste entier, même aujourd'hui. Voilà. Oui, là on ne sait pas, parce que lui-même n'a pas parlé, en fait, très peu. Lui, il est réellement capturé et il ne reconnaît pas ses alter ego quand il voit ses Anglais. Il va être ramené donc, de force jusque dans le nord du Cap York et rapidement ramené à Sydney. Entre-temps, la mémoire va lui revenir. Il va être confronté à des personnages qui sont francophiles, et qui vont l'aider à retrouver la mémoire. Et sa langue. Voilà, et sa langue. Et voilà. Et donc, il va revenir en France en 1876 et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est là qu'il va se confier à Constant Merlin. Alors, à son arrivée, donc 17 ans chez les Sauvages, c'était le titre de son texte. Constant Merlin, qui était un érudit local, un médecin, qui a fait quelques livres, quelqu'un a priori très religieux, qui va s'intéresser à ce personnage. C'est une curiosité. Et alors, dans quelles conditions Narcisse va-t-il se confier? On ne le sait pas trop. En tout cas, c'est un témoignage retranscrit par quelqu'un de très, très croyant. Quelle est la part de vérité dans ce témoignage? Quelle est la part de censure peut-être aussi? De censure, tout à fait. De censure de la part de Narcisse Pelletier, de censure de la part de Constant Merlin, on ne sait pas. C'est un peu, c'est toute l'ambiguïté de cette histoire qui est assez extraordinaire, mais qui présente de grandes zones d'ombre. Alors, outre le livre de Constant Merlin, il existe la relation du naufrage du Saint-Paul. Pourquoi une relation de naufrage? Parce qu'elle a fait beaucoup parler ce naufrage qui a fait beaucoup parler à l'époque, dans la mesure où la marchandise que transportait le Saint-Paul, c'était de la marchandise humaine, c'était des travailleurs, des travailleurs coulis, pas vraiment des esclaves, mais pas loin, qui étaient destinés aux mines d'or de Sydney. Et qui c'était des Chinois, et qui vont... alors, le navire fait naufrage, non pas en Australie, mais au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans un archipel qui s'appelle l'archipel de la Louisiade, et qui est peuplé par les Papous.
Et il faut, contrairement aux aborigènes à l'époque, les papous ce sont des peuples anthropophages. Et rapidement, le capitaine Pinard va le comprendre. Et lui va partir avec Narcisse et ses marins à bord d'une chaloupe pour essayer de trouver de l'aide ailleurs. Mais par contre, les 317 coulis vont faire les frais d'un festin anthropophage. Quand un bateau de secours va revenir de Port-de-France pour essayer de trouver des survivants, avec le capitaine Pinard, en fait, ils vont découvrir simplement 2 survivants sur les 317 personnes qui vont être dévorées. Donc ça va être le sujet de beaucoup d'articles et d'un long article dans la revue Le Tour du Monde en 1860 et quelques. Voilà, qui va être très important pour moi parce que c'est une description extrêmement précise des conditions du naufrage. Voilà. Je reviens à la bande dessinée, Chanouga, et quelles furent les difficultés que tu as rencontrées pour mettre en image ce récit de vie incroyable? Tu as dû faire des choix, j'imagine. Tu travailles sur une trilogie, tu as fait une trilogie, donc même au niveau du découpage, peut-être qu'il y avait un découpage naturel, peut-être presque évident, mais après dans les planches même... Alors, le découpage évident, c'était les 3 vies de Narcisse Pelletier, c'est-à-dire que c'est la vie de l'enfant, Narcisse, c'est la vie du Vendéen. Passionné de mer, il n'est pas du tout. Il est issu d'une famille de bottiers, donc rien à voir avec la mer. Et à l'époque, on ne devient pas mousse par conviction. Lui, oui, apparemment, c'est vraiment par passion qu'il décide de faire ce métier. Donc ça, il y a le premier tome, c'est la jeunesse, l'apprentissage maritime. Le deuxième tome, c'est la deuxième vie de Narcisse Pelletier, c'est sa vie aborigène, sa vie d'aborigène. Et le troisième tome, c'est le retour, malgré lui, à la société dite civilisée de sa patrie, quoi. Et voilà, donc ça, c'est le découpage naturel. Après, la difficulté, c'est surtout le tome 2, c'est surtout comment traduire 17 ans de vie, dont on ne connaît quasiment rien. Puis donc, tu es le peintre de la mer, là, tu étais dans des paysages différents. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais bon, je suis jamais allé en Australie, donc... C'est une Australie du 19e siècle, donc quand même pour moi ça reste un territoire un peu fantasmé. Oui, voilà. Tu avais une part de liberté au niveau de la création. Moi, mon but, c'était pas de faire du réalisme, hein. Mon but, c'est d'essayer d'accompagner le lecteur vers ce monde aborigène un peu onirique, un peu incroyable. Le temps du rêve. Voilà, le temps du rêve. Et d'essayer de faire comprendre, de faire ressentir ce que pouvait être le monde aborigène à cette époque. Voilà. Que j'ai travaillé avec l'aide de la spécialiste du sujet en Australie, qui s'appelle Stéphanie Anderson, car le sujet Narcisse Pelletier, à l'époque, était plus connu en Australie. Moi, j'ai vécu en Australie, et une des premières fois que j'ai entendu parler de Narcisse, c'était là-bas. Ben, voilà. Et je me posais la question de savoir s'il y aurait une édition. Alors, c'est vrai qu'en Australie, la bande dessinée n'existe pas, mais je me dis, il y aurait peut-être quand même un intérêt pour le thème, en tout cas. Moi, je pense, après, c'est vrai que c'est pas du tout la culture australienne. Il faut que tu en parles à ton éditeur suisse. Mais il est au courant, mais c'est pas évident. Hein. J'imagine. On parle comics là-bas, et encore, dans certaines grosses villes, c'est... Voilà. C'est vrai que c'est un sujet qui est plus connu là-bas. Pourquoi ? Parce que le livre de Constant Merlin, c'est pour l'histoire du Queensland, c'est le premier texte à valeur ethnographique qui évoque la vie aborigène avant l'arrivée de la colonisation. Et Narcisse, il est le témoin de cette période-là. Oui, donc c'est un texte précieux pour eux. Hein. Oui, tout à fait. La trilogie Narcisse inaugure, je crois, je ne suis pas sûr, tu vas me dire, aux éditions Paquet, une collection dédiée à la mer intitulée Cabestan. Oui. Et je me posais la question si c'était toi le directeur de collection. Parce que parfois, je sais que chez Paquet, il y a un auteur de bande dessinée, Hugo, qui joue le rôle de directeur de collection pour la collection Cockpit. Je voulais savoir s'il confiait aussi pour Cabestan ce rôle à un auteur. Non, pas du tout, a priori. Non. D'accord, non, tu n'as pas d'activité éditoriale. Non, et puis j'ai pas trop envie, quoi. J'ai d'autres projets, donc c'est pas... Très bien. Et justement, je voulais terminer cet entretien, Chanouga. Quels sont tes projets futurs ? Parce que là, tu as laissé ta patte sur un projet extrêmement fort. Alors, oui, ça va peut-être pas être facile, je me dis, de rebondir sur un thème aussi fort que la vie de Narcisse. Il faut trouver un os à ronger aussi savoureux que Narcisse, parce que Narcisse, c'est à peu près 6 ans, quoi. Ah oui. Et c'est une enquête absolument passionnante. Narcisse, derrière Narcisse, il y a
Oui, à moi, mais il y a aussi toutes les personnes qui m'ont aidé. Je parle de Stéphanie Anderson, mais je peux parler de Serge Ellery à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. T'as été accueilli au musée de la mer. Non, pas le musée de la mer, c'est à Saint-Gilles. Oui, j'ai été la maison de la mer. La maison des écrivains de la mer. Maison des écrivains de la mer. Serge Ellery. Ouais. Mais aussi pour le tome 3, j'ai été accueilli au musée de la Marine à Toulon, la ville où Narcisse est revenu, à bord d'un bateau de la Marine nationale. Donc j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Et chez toi, à Marseille ? Il y a eu... Marseille, c'est un peu plus compliqué. À Toulon, le musée de la Marine m'a accueilli et au-delà, il m'a ouvert ses archives et ils m'ont accueilli en exposition pendant 1 an. Donc Narcisse a été présenté, mon travail a été présenté au musée de la Marine de Toulon, au musée national de la Marine de Toulon, pendant 1 année. Et voilà, donc j'oublie pas que derrière Narcisse, il y a Christina Baron, donc conservatrice du musée de la Marine. Il y a tous ces gens qui m'ont accompagné, qui m'ont porté vers... qui m'ont vraiment porté au plein sens du terme. Et est-ce que ça a joué, tout cet accueil bienveillant, critique, cette exposition de ton travail, aussi en termes de vente au niveau des albums ? Oui, ça a quand même contribué au succès. Oui, et puis oui, tout à fait, à donner, à faire... ce qu'a apprécié le musée de la Marine, c'est avant tout... Moi, je ne suis pas historien, je suis issu des Beaux-Arts. Mais par contre, mon travail d'enquête, c'est un travail d'enquête, je l'ai fait de manière très sérieuse, très consciencieuse. Et je pense que le musée de la Marine a été sensible à cette approche-là. Je ne sais plus quelle était la question. Et les projets futurs ? Oui, donc on revient aux projets futurs. Donc il fallait trouver un sujet aussi prenant que Narcisse. Et en fait, je l'ai trouvé depuis un certain temps déjà. Je travaille sur Robert Louis Stevenson, que j'ai adoré plus jeune et que j'adore toujours. Et je travaille sur mon idée, c'était d'adapter une nouvelle, de Stevenson que j'adore. Et mon idée aussi, c'était de ne pas adapter une nouvelle simplement, parce que ça n'avait aucun intérêt. La qualité d'écriture de Stevenson suffisait elle-même. Donc, en fait, j'ai décidé de travailler ce sujet-là à partir du thème biographique. Et du coup, ça m'a amené à travailler Stevenson, la jeunesse de Stevenson, c'est-à-dire Stevenson à 19 ans. Et qu'est-ce que c'est Stevenson à 19 ans ? Stevenson à 19 ans, c'est un élève dans une grosse université à Édimbourg qui se destine à être ingénieur des phares. Et ça renvoie à l'histoire des phares d'Angleterre, ça renvoie à l'histoire de la famille Stevenson, qui, depuis le grand-père, Robert Stevenson, sont les grands constructeurs, ingénieurs des phares écossais et en grande partie anglais. Et du coup, voilà, et je travaille autour de l'émergence d'un grand écrivain qui va dire à son père qu'il ne va pas contribuer à la gloire de la famille. Et tu vas faire cet album chez Paquet également ? Pour l'instant, c'est chez Paquet. C'est un long travail, ce sera un one-shot. Ah oui, donc forte pagination, j'imagine. Voilà. Ouais. C'est pour ça que le scénario est terminé, mon chemin d'enquête est terminé aussi. Il ne me reste plus qu'à aller en Écosse, puisque tout se passe en Écosse. Donc il faut tailler un repérage maintenant. Ouais. Ok, il y a pire comme lieu de pérégrination. J'ai fait un peu de repérage sur Internet, c'est très motivant. Ok. Voilà. Bon, merci Chanoga et bon courage donc, pour cette nouvelle aventure. Hein. Ouais. Merci à toi.